Vous écoutez le 3e épisode de l'affaire Jacques Rançon. Les enquêteurs constatent que Jacques Rançon on va pas avancer, on le sent, c'est bloqué. Il est bloqué, il est dans ses dénégations, il n'y a rien qui sort. Xavier Capellet, avocat de Jacques Rançon. Donc je pense que la stratégie à ce moment-là des enquêteurs est de dire on va essayer de déclencher quelque chose, on va essayer de le remettre dans le contexte, et donc ils décident d'organiser un transport sur les lieux, donc à l'endroit où on avait découvert le corps de Mokhtaria. On est le soir vers 19h-20h. La fin de garde à vue, c'est le lendemain à midi. Commissaire divisionnaire Soulier, police judiciaire. Et là, on décide donc de le ramener sur place, en espérant évidemment que ce transport-là va dans sa tête déclencher un processus qui va l'amener à nous dire la vérité, à passer des aveux. Nous transportons Rançon devant l'hôtel Le Berry, situé 6 avenue du Général de Gaulle. Nous stationnons. Vous connaissez cet hôtel ? Vous l'avez fréquenté ? Oui, je le connais, j'ai habité là 6 mois. Vous connaissez cette rue ? Vous l'avez fréquentée ? Je la connaissais jusqu'au Leclerc, mais je sais plus son nom. Et après le Leclerc, je la fréquentais plus. Continuons tout droit sur la rue Ningesser et Colly jusqu'au terrain, lieu de découverte du corps de mademoiselle Mokhtaria Chaïb, situé sur la gauche de la rue où nous stationnons. Vous reconnaissez ce terrain ? Non, je connais pas ce terrain. Et puis, on va l'amener à l'endroit où les chaussures ont été découvertes, puisque les chaussures ont été découvertes dans une haie d'une maison juste à côté. Et on avait mis l'hypothèse que c'était l'auteur lui-même qui avait jeté ces chaussures-là. On lui montre l'endroit où on a retrouvé les chaussures de Mokhtaria, les maisons, dans les jardins desquels ces chaussures ont été retrouvées. Xavier Capellet. Ça n'a pas l'air d'évoquer chez lui quoi que ce soit. En tout cas, c'est ce qu'il laisse apparaître, bien sûr. Donc moi, j'ai pas la sensation que ce transport serve à grand-chose sur le coup. Parce qu'on rentre un peu comme on était venu, il campe sur ses positions. Êtes-vous fétichiste ? Ou avez-vous une obsession pour les vêtements de femmes ou les chaussures ? Quoi ? Non. Avez-vous déposé ou jeté des effets vestimentaires féminins ou chaussures de femmes sur la voie publique à Perpignan ? Non. Tenez. Je vous présente des clichés représentant une chaussure de femme en daim marron à talons hauts. Vous l'avez déjà vu ? Non, jamais vu, ça me dit rien. On lui tend des photos, il fait mine de ne pas reconnaître quoi que ce soit, il est toujours dans la dénégation, il est fermé. Moi, je le trouve assez combatif à ce moment-là, Jacques Rançon. Mais il lâche rien, et pour le moment, effectivement, les enquêteurs, mis à part la trace ADN sur ce soulier, il n'y a pas grand-chose d'autre. Je comprends assez rapidement que c'est le seul élément qui confond Jacques Rançon. Toujours dans le même album, je vous présente le cliché numéro 10, représentant une maison. Vous la reconnaissez ? Oui, c'est la maison m'avait emmené tout à l'heure, ça. Mais moi, je la connais pas, je suis jamais allé. J'ai eu une baisse de régime lors de cette soirée parce que malgré l'élément fort de l'ADN, malgré ce transport sur place, il n'arrivait pas à se déverrouiller. Quand on est enquêteur de police judiciaire sur ces affaires-là, nous, ce qu'on veut, c'est les aveux. Commissaire divisionnaire Soulier. On veut, c'est recueillir les aveux. Enfin, moi, ça fait 17 ans que je rêvais d'être en face celui qui allait nous raconter comment il avait fait. Et là, j'ai dit, peut-être on va passer à côté de ce moment-là. Je vous informe que votre profil ADN a été extrait de la chaussure figurant sur ces photos. Comment vous expliquez la présence de votre ADN sur la chaussure de Mokhtaria Chaïb ? J'ai jamais touché à ces chaussures, donc... Je sais pas comment mon ADN il se retrouve là. Il est 22h et déjà 34 heures de garde à vue. Retour au patio pour une dernière pause avant l'ultime audition prévue le lendemain matin. Dans la nuit, toujours pareil, dans le patio. Donc là, on est le 16 octobre. La fin de garde à vue est pour 8 ou 9 heures. Donc il ne reste plus que quelques heures de garde à vue. Il était 2h30 du matin. Commandant Garcia, police judiciaire. On a commencé à voir Jacques Rançon changer d'attitude. On l'a vu inquiet, on l'a vu se lever, s'asseoir, se redresser, demander une clope. On sentait que quelque chose se passait, quelque chose évoluait.
Hasard ou brillante stratégie, c'est elle, la brigadier-chef Valérie Fedel, qui va entamer le dialogue. Elle va lui parler des enfants, de ses enfants. Des mots de femme qui vont fendre la carapace du prédateur. Je pense que Rançon, là, a un peu craqué. Parce que c'était une femme et parce qu'elle a su trouver les mots, tout simplement. Elle a parlé de ses enfants. Toute cette pression qu'on lui a mis, toutes ces infos qu'on lui a données, ces gueulantes qu'il a pris, je pense que ça l'a quand même vachement déstabilisée. Et elle est arrivée, gentille, douce, par le négoce, etc. Je pense qu'elle a été psychologue, en fait, cette enquêtrice. Elle, je crois qu'elle a compris où était le point de rupture, et c'est les enfants. Finalement, c'est à la 38e heure, hors audition, sur le patio, avec le brigadier-chef Valérie Fedel, que Jacques Rançon va craquer. Qu'est-ce qui va l'émouvoir à ce moment-là ? Est-ce que c'est sa fatigue ? Est-ce que c'est quand on évoque les enfants, est-ce qu'on évoque sa propre enfance à lui ? Danielle Cany, experte psychologue. C'est possible, après tout, qu'il y ait une transposition de sa propre enfance de petit malheureux sur une projection sur ses propres enfants, et qu'à ce moment-là, quelque chose de son enfance malheureuse et de l'enfant malheureux qu'il a été se réveille en lui. Rançon, on le sentait, il allait exploser. C'était une cocotte minute. On sentait qu'il voulait s'expliquer. Commandant Garcia. Il voulait raconter les faits de manière évidente. Il est 2h30 du matin et il faut réunir d'urgence l'équipe. Seuls des aveux circonstanciés tenus en présence de l'avocat peuvent être validés. Le téléphone sonne. Je réponds de suite. Et là, dans ma tête, en 2 secondes, voilà, je dis il y a 2 solutions. Soit Jacques Rançon s'est suicidé, s'est jeté par la fenêtre de l'antenne, soit il avoue. Et le collègue qui m'appelle me dit « Viens, c'est bon ». Un quart d'heure après, j'arrive à l'antenne. Après 39 heures de combat, c'est un boxeur résigné, prêt à se coucher sur le ring, qui se présente pour le dernier round, le dernier acte. Souhaitez-vous nous faire des déclarations spontanées sur la présente affaire ? Là, je suis dans la rue. Il pleut. Il est peut-être 11h. Et je la vois au niveau du terrain vague. Alors je sors mon couteau et je l'emmène là-haut sur le terrain vague. Là, je veux lui faire l'amour, mais j'arrive pas. Elle crie, elle gueule, police. Alors, je lui mets des coups de couteau, je sais plus combien. Il n'est pas dans une dimension de viol, Jacques Rançon. Il ne viole pas. Il fait l'amour. Il est dans un échange amoureux. Danielle Cany. Il est dans une dimension amoureuse, une dimension de partage amoureux. Et à partir du moment où la femme le rejette et qu'elle se met à crier, eh bien, il sort effectivement de ce scénario fantasmatique du partage amoureux pour atterrir dans la réalité qui est que elle ne veut pas de lui. Et à ce moment-là, il va la tuer. Pour pas qu'on retrouve mon ADN, je l'ai découpé. Et puis j'ai mis les morceaux dans un sac en plastique que j'ai ramassé par terre. Vous vous souvenez de cette journée ? Je descends vers l'hôtel et je la croise. Il est environ 23h, il pleut. Vous l'avez menacée immédiatement ? Ouais, je lui montre mon couteau. Elle a peur, elle me suit. Et on grimpe le talus. Et je la pousse devant moi, comme ça, j'ai mon opinel dans la main gauche. Et les herbes sont très hautes. Tu lui as demandé de se déshabiller ? Ouais, je lui dis, déshabille-toi. Là, elle se déshabille complètement. Cette audition, c'est un moment incroyable. Dans ma carrière de policier, je crois que c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu. Tout d'abord, c'est la nuit. La nuit, il y a une ambiance particulière, tout est calme. La rue est calme, au sein de l'antenne, il n'y a personne, évidemment, sauf les enquêteurs qui procèdent à l'audition. Il y a un calme absolu. Absolu. Physiquement, à quoi elle ressemblait ? Grande, taille fine, mais des tout petits nichons. Et les cheveux frisés. Tu t'es déshabillé ? Je balance mon t-shirt, je baisse mon pantalon et puis je lui dis allonge-toi par terre.
Et je me couche sur elle. Tu bandais, Jacques? J'avais envie de lui faire l'amour, mais j'arrive pas à rentrer. Elle bouge comme une dingue. Ça a dû t'énerver, Jacques. Ouais, ça dure 2 minutes. Elle gueule, elle veut appeler la police, ça va. Alors, je prends mon couteau, et je vois la pleine lune, je vois bien. Et je lui enfonce, je sais plus combien de coups de couteau. Combien tu as porté de coups, Jacques? Je sais plus. 10, 15. Moi, j'y vais franco. Mais elle bouge plus, elle meurt tout de suite. Moi, j'avais jamais vu ces photos, bien sûr. C'est des photos en couleur. C'est des photos qui sont choquantes. Xavier Capellet, avocat de Jacques Ranson. C'est des photos qui sont difficiles à supporter. Et ces photos, plus les explications froides que nous donne Jacques Ranson, j'ai commencé à ce moment-là à avoir la nausée. Jacques, s'il vous plaît, revenons en détail sur les découpes. J'attaque par les nichons. Je prends mon opinel et j'enfonce et je tourne. Et je suis à genoux entre ses jambes. Et après, je mets les morceaux, enfin les organes dans le sac en plastique que j'ai trouvé là. Il n'a pas découpé n'importe quoi dans le corps de Mokhtaria Chaïb. Il a découpé les seins et le sexe, c'est-à-dire les attributs sexuels. Danielle Cani, experte psychologue. En partant avec les attributs sexuels, il se rend puissant à bon compte. Pour moi, ce sont des trophées. Ce n'est pas pour effacer les traces, puisqu'il n'a pas effacé justement toutes les traces. Et c'est grâce à ces traces qu'il a été retrouvé. Il est parti, à mon avis, avec des trophées. Et après? Après, j'arrive près des maisons. Je balance une chaussure dans un premier jardin, puis l'autre. Et après, je veux retourner à l'hôtel, mais je suis embêté avec le sac, avec les organes. Quel chemin avez-vous pris, Jacques? Eh ben, je prends à gauche, vers la gare. Et entre la poste et la rue qui va vers les HLM, je balance le sac avec les morceaux de la fille dans une bouche d'égout. Et après? Et ben après, je rentre à l'hôtel. Là, le veilleur, il ronfle au fond dans sa piole. Je fais pas attention à l'heure. Et je rentre dans ma chambre et je me lave. Et je lave mon pantalon 2 fois. Ensuite? Ben ensuite, je me suis couché. Je sais plus si je m'endors facilement. T'étais pas paniqué à l'idée d'avoir tué quelqu'un? Ah non. On a la sensation que ça lui plaît. Ça lui plaît de faire plaisir, en fait. On a l'impression que ça lui fait plaisir de voir les enquêteurs aussi satisfaits. Et on a la sensation effectivement qu'il va, alors qu'il n'en rajoute pas d'ailleurs, hein, mais il va vraiment collaborer pour leur donner ce qu'ils veulent. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Donc, acte clos, constituant le présent procès verbal que l'intéressé lit. Pendant quelques minutes, j'ai eu une sensation particulière, quoi. On avait les aveux, j'étais content et aussi surpris et quand j'ai touché, mais marqué par cette déposition. Elle était dure, hein, cette déposition. Hein. Je peux dire qu'on en a vu des sales types en PJ, mais là, cette déposition-là, la froideur avec laquelle il expliquait les choses, c'était impressionnant. Et là, je me rappelle qu'une fois l'audition terminée, une fois qu'il avait fini de parler, une fois que... Capitaine Delbreil, police judiciaire. Qu'il avait fait son procès verbal, Jacques Ranson nous a dit, chose qui m'a frappé, qui me restera toujours en mémoire. Ça y est, le monstre a parlé. Je me souviens du visage de mes collègues, le visage de tout le monde, et même de l'avocat, et même de Maître Capellet. Quand on est sorti, c'était irréel. Une victoire par chaos, où même les vainqueurs semblent groggy. Des années d'enquête, 41 heures de garde à vue, et les aveux circonstanciés de Jacques Ranson. Le Graal pour le commissaire Soulier,
et la fin d'un cauchemar en ce matin du 16 octobre Il 2014. aurait reconnu le meurtre et le viol de Mokhtaria Chaïb. Il est désormais mis en examen pour viol et assassinat. J'ai hurlé comme un fou dans ma voiture. J'ai hurlé ma joie. J'ai tapé sur le volant. Je me disais, même s'il y a des gens qui te croisent, ils vont dire, mais celui-là, il est fou complet. Et c'était 17 ans d'enquête qui se terminaient là, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Je pensais à tous mes collègues qui avaient bossé sur le dossier. J'étais vraiment heureux. Au cours de l'instruction, Jacques Ranson va aussi reconnaître le viol et le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez, ainsi que 2 autres viols et tentatives de meurtre. En revanche, il est disculpé dans l'affaire Tatiana Anjar, toujours portée disparue. Le lundi 26 mars 2018, au tribunal de grande instance de Perpignan, Jacques Ranson est condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Avant de quitter son box, celui que les avocats désignent comme le monstre froid va bafouiller sans conviction ces derniers mots. « Mokhtaria et Marie-Hélène n'auraient jamais dû mourir, je demande pardon. » Jacques Ranson ne fera pas appel du jugement. Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belghiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras.